Il n'était pas grand, il était très fin, il avait vraiment c'était un vrai Peul, hein. Il avait des mains magnifiques, fines, élégantes, d'une élégance, ses mains absolument incroyables. Mais quand il s'habillait justement avec ses grands boubous, il avait une prestance tout à fait extraordinaire. Il avait une façon de se tenir, si vous voulez. Mais chaque fois, alors bon, parce que de temps en temps, il fallait quand même un peu paraître malgré tout, mais chaque fois, quand on s'approchait de lui, on voyait son regard, et le regard malicieux, le rire au coin de l'œil, là, comme ça. Et là, on savait ce qu'il pensait. Le mot Hampâté, si on ne le prononce pas, le nom perd son sens. Ham, c'est un des dieux du panthéon Peul quand ils étaient bolâtres, c'est-à-dire adorateurs de bovins. Pâté, c'est le nom du cinquième fils. Alors, Hampâté veut dire cinquième fils, fils d'un premier fils. Une vie, une œuvre. Amadou Hampâté-Bâ, une émission de Catherine Pont-Imbert. Il était le fruit d'une longue lignée où le principe absolu était il ne faut jamais rompre la chaîne. Et ça, c'est depuis les temps immémoriaux. C'est tout le principe de la transmission orale des connaissances et de la transmission authentique, véridique. On fait attention à ne rien changer. Lui, il était le fruit de cette formation et d'une famille où on vivait tout cela. Donc, ce qui est très particulier chez lui, c'est que, comme il est allé à l'école française et qu'il a appris à écrire, il est le premier à avoir pensé à mettre les choses par écrit. Un pays situé sur le Niger moyen, entre Djafarabé et Diré, celui où fleurit la poésie peul, vaste plaine où serpente le Niger, le Diaka, le Bani et leurs innombrables bras, un prodigieux réseau de canaux, de rivières, de calmes nappes d'inondations où frémissent au vent, à perte de vue, en prairies sans limite, les riz sauvages. Mésopotamie soudanaise où, à la crue, réfugiés sur leur taupinière d'argile, les villages sont des îles semées sur un océan d'herbe et d'eau. « 1901-1991, Amadou Hampâté-Bâ a traversé le XXe siècle ou presque, vécu l'essentiel de son existence à l'époque coloniale dans le Soudan français, devenu depuis lors le Mali. De cette époque, son œuvre porte témoignage de façon exceptionnelle. Les récits de vie, les instantanés saisis au quotidien entre indigènes et administration coloniale, dont Hampâté-Bâ se fait l'humble rapporteur, confèrent à ses écrits une valeur mémorielle qui situe son œuvre très à part dans la production littéraire africaine. C'est en 1960, à l'UNESCO, lors de la première conférence générale à laquelle participent tous les pays africains nouvellement indépendants, que Amadou Hampâté-Bâ prononce la fameuse phrase répétée à satiété: « En Afrique, chaque vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle ». Phrase souvent mal interprétée puisqu'il utilise le terme vieillard au sens africain du terme, c'est-à-dire celui qui détient les connaissances et non pas l'âge. S'il a effectivement inlassablement collecté, noté, transmis, traduit les récits de la tradition orale africaine, Amadou Hampâté-Bâ ne saurait être enfermé dans cette image un peu poussiéreuse de conservateur d'oralité. À une époque où ce type de propos n'était ni facile à énoncer, ni aisément reçu, le premier, il ose proclamer que l'écriture n'est pas le savoir, qu'il ne suffit pas d'appartenir à une culture de l'écrit pour détenir des connaissances, que l'oralité est un mode de transmission différent certes, mais tout aussi codé que celui de l'écrit. S'il concédait volontiers que les Africains d'alors étaient analphabètes, il refusait de parler d'ignorance.
Loin du penseur traditionnel adossé à des valeurs de repli, de fermeture à l'autre, Amadou Hampâté-Bâ a toujours joué un rôle de passeur, celui qui peut transmettre la parole parce qu'il la respecte. Voyez-vous, pourquoi j'ai dit que ma vie a été le pied d'un tisserand et que j'ai eu des bas et des hauts, j'ai eu des droites et des gauches. Historiquement, mon père ne devait pas vivre. Il vécut. Pourquoi? Parce que dans le démêlé des guerres, à la guerre comme à la guerre, chacun tue son ennemi, j'ai eu 40 grands-pères, comme nous disons en Afrique, c'est-à-dire tous les mâles de ma famille ont été égorgés en une matinée. Mais à l'exception de mon père, qui n'a pas été égorgé parce qu'il était absent. Après, quand on l'a retrouvé, alors on est allé le camoufler dans la capitale même du roi qui a égorgé ses parents. Et il a grandi là, donc il ne devait pas vivre, mais il a vécu. Et c'est là où il a épousé ma mère, qui est sa cousine. Et il ne devait pas épouser ma mère parce que tous les sortilèges, tous les conseils étaient contre. Donc moi, je ne devais pas naître. L'œuvre de Amadou Hampâté-Bâ est une œuvre extrêmement complète, Babacar Sall, si on regarde bien. Ses écrits couvrent des champs de savoir et de connaissances extrêmement variés. Il a été à la fois historien, ethnologue, poète, conteur. On peut continuer. Hein, la numérologie aussi, hein, la géomancie, etc. C'est un homme qui considérait le savoir comme quelque chose à la fois de global, mais quelque chose aussi qui devait dessiner des mondes et qui devait aussi faire en sorte que la totalité de la pensée humaine soit visible. Il fallait visiter les paliers en profondeur de toutes les formes de savoir qui puissent exister. Donc il n'y avait pas comme on le fait maintenant, une computation entre le champ du religieux, le champ du savoir scientifique, etc. Il y a une sorte de continuum de toutes les formes de pensée, une unité du savoir qui faisait qu'il considérait que le savoir ethnologique était un savoir qui avait aussi de l'essence religieuse et qu'il fallait par conséquent étudier la religion. Derrière la religion, il y a aussi peut-être une rationalité, l'ordre rationnel, la science. Donc tout cela étaient des champs qui étaient des champs isolés les uns des autres, mais qu'il s'est permis lui-même de reconstruire et de visiter et de globaliser pour retrouver l'unicité de Dieu. Pour situer vos liens avec Amadou Hampâté-Bâ, Annick Le Gall, la première des choses à dire, je crois, c'est qu'il vous appelait sa fille adoptive et que vous le considériez comme votre père adoptif. C'est tout à fait vrai. Moi, j'ai connu Amadou Hampâté-Bâ. À l'époque, je vivais à Bamako. J'étais une toute petite fille. Et mon père avait construit là-bas ce qui est devenu maintenant l'Institut national des arts, mais qui à l'époque s'appelait l'artisanat. Et il se trouve que là, dans ce lieu, tout le monde venait. C'est dans ce cadre-là, si vous voulez, que mon père connaissait vraiment beaucoup de monde et qui avait une formidable relation avec les Africains, ce qui à l'époque était quand même assez rare, parce que c'était l'époque coloniale, ça je vous parle des années 30 en ce moment. Et il étonnait beaucoup les gens de l'administration ou les commandants de cercle ou autres, hein, parce qu'ils disaient, mais le gars, il y a toujours des Africains chez lui, le gars, il y a toujours des Africains chez lui. Et alors, entre autres Africains, il y a eu Amadou Hampâté-Bâ, qui était jeune à l'époque, que mon père a beaucoup aidé. Et en particulier, il lui a fait rencontrer Théodore Monod, à un moment où Amadou avait pas mal de difficultés avec l'administration. Donc c'est là que j'ai connu Amadou. Et comme je dis souvent, je sautais sur ses genoux. Et c'est là que j'ai entendu raconter les premiers contes absolument merveilleux qu'il pouvait, parce que c'était un conteur absolument fabuleux, on peut dire. En Afrique, il y a souvent une formule qui précède le conte. Et Amadou avait souvent l'habitude de le dire, en le traduisant en français, bien entendu. Alors, le conte commence toujours comme ça. Conte, compter, à compter. Es-tu véridique? Pour les bambins qui s'ébattent au clair de lune, mon conte est une histoire fantastique.
Pour les fileuses de coton, pendant les longues nuits de la saison froide, mon récit est un passe-temps délectable. Pour les mentons velus et les talons rugueux, c'est une véritable révélation. Je suis à la fois utile, futile et instructeur. Je pourrais même ajouter initiateur, parce que le conte, il le disait souvent, a plusieurs étages. On peut le comprendre à différents étages, de façon tout à fait superficielle, amusant, distractif, mais pour les talons rugueux, évidemment, ce sont les vieux messieurs qui, eux, sont très sages et comprennent absolument tous les non-dits, si j'ose dire, du conte, et tous les symbolismes profonds. Avant que je ne m'embarque, ma mère récita la Fatiha et me bénit. Que la paix de Dieu t'accompagne. Va en paix. Comme je disais Amin, elle pivota sur elle-même et reprit le chemin de la dune, marchant tout droite, sans se retourner une seule fois. J'avais l'impression qu'elle pleurait. Mais sans doute cette femme si fière que presque personne n'avait jamais vu pleurer et qui était peu habituée aux effusions, surtout avec son grand-fils, ne voulait-elle pas que je voie ses larmes? Je la vis qui atteignait le sommet de la dune. Le vent faisait flotter autour d'elle les pans de son boubou et soulevait son léger voile de tête. On aurait dit une libellule prête à s'envoler. Peu à peu, sa silhouette élégante disparut derrière la dune, comme avalée par le sable. Il faut dire, Annick Le Gall, qu'Amadou Hampâté-Bâ est né dans une famille aristocratique peule, ce qui, en ce tout début du XXe siècle, puisqu'il est donc né en 1901, avait un sens et une signification très particulière sur l'éducation d'un enfant. Jusqu'à 7 ans, il reste auprès de sa mère et il n'a confiance qu'en elle. Après 7 ans, il commence à découvrir un peu le monde. Et alors, à 14 ans, il va commencer sa vie de jeune adulte et aller jusqu'à l'initiation, c'est-à-dire c'est l'époque de la circoncision, etc. Et il va entrer dans une de ces sociétés d'initiation qui étaient à l'époque fort nombreuses, et en particulier les initiations du Como, enfin un certain nombre d'autres, et qui préparent les enfants à l'entrée dans la vie d'adulte et de responsable. Vous parliez de la mère Annick Le Gall. Il se trouve que Amadou Hampâté-Bâ fait un portrait de sa mère dans ses mémoires, donc qui est publié en 2 volumes, Amkoulel l'enfant peul et puis Oui mon commandant. Il parle de sa mère Khadija en des termes absolument extraordinaires. C'était une femme absolument impressionnante, d'après la façon dont il parle d'elle. C'est vrai, parce qu'elle s'est retrouvée une première fois divorcée, ensuite elle a épousé un grand personnage peul de la région de Bandiagara, qui a eu des soucis avec l'administration coloniale et qui donc est resté emprisonné pendant des années. Et pendant tout ce temps-là, elle a élevé toute sa famille seule. Et donc, il fallait qu'elle se débrouille. Elle avait de grands troupeaux, elle était peu elle-même, mais enfin, elle a fait plein d'autres choses pour arriver à élever ses enfants et à maintenir, je pourrais presque dire, sa cour. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient, et elle recevait toujours tout le monde à la perfection. Et c'est là, d'ailleurs, que Amadou dit souvent qu'il a tout appris dans son enfance à écouter les contes.
Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il s'est fait appeler Amkoulel, parce qu'il était le petit garçon qui savait le mieux raconter les fameuses histoires de Koulel, le grand conteur. Et Amkoulel, ça veut dire le petit Koulel. C'est donc à Bandiagara que grandit Amadou Hampâté-Bâ, avec cette donc éducation Peul, ces contes qu'il entend au quotidien. Et ses contes, et en plus, j'ajouterais qu'il fait aussi l'école coranique à l'époque, et que ça entraîne sa mémoire. Quand on parle de l'oralité, on se dit comment Amadou a pu écrire tous ces livres. Il y a une telle vivacité, fraîcheur d'image dans ce qu'il écrit, et on ne sent pas l'écriture derrière, si j'ose dire. Hein. On a l'impression d'y être. Vraiment. Moi, qui ai vécu dans tous ces pays de mon enfance, je lis 3 lignes d'Amadou Hampâté-Bâ, mais j'y suis. Je sens l'odeur de la terre, je sens les bruits du marché, je sens la tornade qui dégringole et la folie quand tous les enfants se précipitent dans les mares parce que tout d'un coup la terre peut enfin boire après ces chaleurs insupportables. Tout ça me parle, je le sens, je le vis, quoi. Et donc, pour en revenir à Bandiagara, effectivement, il a entraîné sa mémoire, non seulement avec ses contes qu'il entendait tous les jours, mais avec son apprentissage dans l'école coranique. Il était extrêmement brillant, c'était un des meilleurs élèves de son cher maître. Et vient s'ajouter à tous ces niveaux d'éducation, d'initiation et d'apprentissage une entrée alors assez truculente dans la façon dont il la raconte à l'école des Blancs, puisqu'il est choisi, sélectionné pour être un des premiers petits garçons qui va bénéficier de l'instruction auprès d'un instituteur et donc apprendre à écrire, à parler, à lire le français. Absolument. À cette époque, à la première école qui a été instituée, c'est ce qu'on appelait l'école des otages. En fait, l'administration coloniale avait décidé que pour avoir des collaborateurs sur lesquels ils pouvaient compter, il fallait s'adresser à des enfants de noble extraction. Bon. Donc, on forçait les chefs traditionnels à envoyer leurs propres enfants à l'école. Mais souvent, les chefs ne voulaient pas envoyer leurs propres enfants. Alors, ils disaient que c'était leur fils, c'était absolument pas leur fils. C'était déjà un petit peu une caste inférieure, enfin, pas une caste inférieure, c'était des gens qui servaient dans la famille noble, et on envoyait ses enfants à l'école. Quand Amadou était envoyé à l'école, il a remplacé le fils d'un chef très connu. Et son maître, qui lui avait enseigné à l'école coranique, donc il l'avait consulté, et la mère d'Amadou avait été le consulter aussi. Et il avait répondu, le prophète a toujours dit qu'il fallait apprendre et toujours apprendre, et il peut aller jusqu'en Chine si c'est pour apprendre quelque chose de nouveau. Le commandant se tourne vers moi et me fixe de ses gros yeux gris. Plus curieux qu'intimidé, je supporte son regard. Observant son bonnet droit, ses sourcils, ses lèvres minces, son front haut et ses grandes oreilles. Intrigué peut-être par mon attitude, il m'interroge. « Qui es-tu » ? Je suis moi-même. Il éclate de rire. D'accord, mais comment t'appelles-tu ? Et comment s'appellent ton père et ta mère ? Je m'appelle Amadou Hampâté. Mes pères, car j'en ai 2, s'appellent Hampâté-Bâ et Tidjani Amadou Ali Thiam. Ma mère, elle, se nomme Khadija Paté Diallo. Veux-tu aller à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à parler le français qui est une langue de chef? Une langue qui fait acquérir pouvoir et richesse. Je réponds avec force, oui, papa commandant. Et je t'en conjure par Dieu et son prophète Mohammed, ne me renvoie pas. Garde-moi et envoie-moi à ton école le plus vite possible. Visiblement, le commandant est interloqué par une réponse aussi inattendue de la part d'un petit nègre, surtout dans cette région très musulmane.
Hélène Ekman. Quand il se trouve à un moment de sa vie, il n'a pas besoin de notes, il va le chercher à l'intérieur de lui-même et le moment est là en entier. Comme un film, il a souvent dit, mais c'est un film qui se déroule et je suis dedans. Et c'est pas un souvenir, c'est pas quelqu'un qui se souvient, il s'est passé ça. Il le revit, ça se déroule et comme il le déroule et qu'il le vit, il le raconte. Et c'est pourquoi dans Am Kullel, quand il raconte les souvenirs de l'enfant, et vous avez dans le style, vous avez la fraîcheur de l'enfance, parce que c'est pas le vieillard qui écrit, c'est l'enfant en lui. D'ailleurs, il dit, l'enfant est toujours resté en moi. Il dit, intérieurement, j'ai jamais dépassé 12 ans. Il dit, le reste est ajouté, mais moi, je suis tel que j'étais à 12 ans, tel je suis resté, et l'enfant est toujours là. Il y a des scènes adorables de fraîcheur enfantine. C'est pas des souvenirs, ça, c'est authentique. Il le vit. Et quand il racontait les scènes, on le voyait, le visage se transforme, il devient un enfant. Et je crois ça que tous les Africains sont un peu capables de ça. Il avait une façon de raconter des histoires. Moi, je me souviens aussi, par exemple, quand on lui posait une question sur quelque chose, il commençait à vous raconter. Alors, on partait dans un espèce de voyage absolument merveilleux, somptueux. Il y avait des digressions partout. Et à un moment donné, il avait décidé qu'il en avait assez raconté. Et il terminait son discours. Et là, vraiment comme un cul de lampe à la fin d'un chapitre, il répondait à la question que vous a posée au début. Alors il a vu parler pendant 1 heure et demie, avec une précision extraordinaire. Ça, c'était un maître de la parole, je dois dire. Du point de vue littéraire, moi j'aimerais bien savoir comment vous percevez cette position qui a été la sienne pendant toute sa vie, qui a été une démarche en fait de scripteur de la réalité africaine. C'est une posture littéraire, après tout, comme une autre. C'est une grande posture littéraire à cette époque où on discute même de la question de la tradition orale. Alama Bankou. Voilà quelqu'un qui a consacré son existence à observer un peu le bruissement de la littérature orale et qui a compris que le sauvetage de la littérature orale ne passait que par l'écrit. Donc, qui a su concilier le mystère de la littérature orale avec les exigences de l'écrit. Et je pense que, du point de vue littéraire, c'est la plus grande leçon. Je pense que c'est de là que nous devons puiser peut-être la matière même de la conception orale que nous avons. L'écrivain africain aujourd'hui se retrouve dans une situation telle que s'il ne regarde que ce qui est comme un héritage écrit, c'est-à-dire ce qui nous provient un peu de la littérature de ces derniers temps, il ne comprendrait pas un pan de sa propre identité. Or, cette identité, par des mots simples, par des images simples, nous pouvons les retrouver à travers les textes d'Amadou Hampâté-Bâ et peut-être même à travers certaines gestes africaines qui demeurent aujourd'hui à découvrir, à bêcher, à aller rechercher partout ailleurs. Je suis contre la conservation aveugle et totale des traditions pour la conservation des traditions, et comme je suis contre la négation totale des traditions, ce serait une abdication de la personnalité africaine. Il me semble, Alama Bankou, qu'Amadou Hampâté-Bâ est un véritable conteur. Conteur dans le sens où il tire son récit de telle sorte qu'il capte vraiment ses lecteurs, avec d'ailleurs, peut-être, le risque, là je suis en train de penser à ses mémoires qui sont parus en 2 volumes, le risque peut-être d'en rester précisément au niveau de l'anecdote. Le récit est tellement plaisant qu'on peut se laisser porter comme ça par la surface des mots, alors que derrière, il y a quelque chose de plus profond. Tout à fait. Et il est tellement conteur qu'il a eu souvent tendance à pouvoir s'effacer
pour dire que les contes m'ont été retranscrits par un tel. On prend par exemple dans les années 12, il a fait la connaissance d'un personnage très important dont il a donné un pseudonyme qui s'appelait Vangrin, dont il a écrit la vie plus tard. Vangrin qui était devenu pendant cette période un homme très riche, qui par ses petites escroqueries ou sa malice a eu à la fois à jouer entre les colons, entre les concessions, les sociétés de l'époque, si bien que Vangrin était devenu un très grand homme dans les années 12 et autres. Et puis arrivent les années 20, vers la fin 20-27, Vangrin a presque tout perdu, il est devenu si pauvre que finalement, il s'est consacré à cette espèce de sagesse pour aller prêcher, ainsi de suite. Et Amadou Hampâté-Bâ va le rencontrer un peu plus tard, et puis Vangrin lui dira d'écrire sa vie, mais de ne pas donner le vrai nom de sa famille pour qu'on ne dise pas que sa famille était peut-être supérieure ou inférieure, quelque chose pareil. Et là encore, bon, Amadou Hampâté-Bâ, c'est vrai, va écrire la vie de Vangrin dans l'étrange destin de Vangrin, mais il y a, en écrivant cette vie, on ne peut pas dire que Amadou Hampâté-Bâ faisait œuvre d'huissier de justice ou bien de notaire qui prenait les dernières volontés de quelqu'un ou bien ce que quelqu'un voulait qu'on fasse de ses biens après la mort. Mais il y a le travail de l'écrivain derrière, il y a la finesse un peu de l'écrivain dans l'écriture. On le voit également quand il écrit un livre de contes intitulé « Il n'y a pas de petite querelle ». Dès l'introduction, il dit « c'est pas de moi, j'ai puisé ça ici ou là, quelque part ». Mais bien sûr, il y a des préfacieux qui rappellent, il y a un travail d'écriture. Avant tout, Amadou Hampâté-Bâ est un écrivain, est un grand conteur, et comme tout conteur, quand il capte un conte, il ajoute un peu sa dose de passion, d'enthousiasme à son univers. C'est ce qui donne le plus souvent des livres simples à lire, d'une beauté qui ne peut relever que de la magie du conte. Lorsque j'écris, c'est de la parole couchée sur le papier, disait Hampâté-Bâ. Il est vrai, Romuald de Foncois, que son œuvre possède d'un point de vue littéraire un statut absolument particulier, et lui-même d'ailleurs en déniait le caractère littéraire, en disant finalement je me contente de relater ce que je vois et ce que j'observe. Il me semble que chez lui, le rapport entre la fiction et la réalité est particulièrement intéressant. Oui, outre la coquetterie de l'expression, qui traduit très bien l'esprit de Amadou Hampâté-Bâ, à savoir que c'était quelqu'un qui, au fond, avait une certaine humilité et qui ne se considérait jamais comme écrivain. Il faudrait bien dire que son œuvre est effectivement une œuvre de véritable écrivain, malgré tout. Lorsqu'il dit qu'il couche la parole sur du papier, il dit très précisément ce que fait l'écrivain, c'est raconter des histoires. Et au fond, l'un de ses plus grands romans, à savoir L'étrange destin de Vangrin, montre très bien, au fond, qu'il a très très bien compris ce que pouvait être l'art de la littérature, à savoir multiplier les histoires, tant et si bien qu'on ne soit plus capable de pouvoir retrouver le vrai du faux. Et je crois qu'en fait, il était, de ce point de vue-là, à mon avis, un très grand romancier. D'ailleurs, à propos de ce texte, L'étrange destin de Vangrin, des rumeurs ont couru sur la nature exacte du personnage, puisqu'on a prétendu à un moment qu'au fond, ça aurait été une sorte d'autobiographie déguisée. Oui, quand on lit un tout petit peu la vie d'Amadou Hampâté-Bâ, et lorsque l'on lit L'étrange destin de Vangrin, je pense qu'il y a beaucoup d'Amadou Hampâté-Bâ dans Vangrin. D'ailleurs, je crois que du point de vue de la littérature, il a passé son temps, justement, comme Vangrin, à créer des roueries. Lorsqu'il dit, par exemple, qu'il ne couche que de la parole sur du papier, en fait, il fait exactement comme Vangrin, il nous trompe. Il essaie de nous faire croire qu'il est le grand adepte de la parole africaine et qui n'a rien à voir avec cette chose qui ressemble à l'écriture et qui serait, n'est-ce pas, l'écriture littéraire blanche. Mais en même temps, on sait très bien que c'est une position qui lui permet à la fois d'être considéré comme étant le sage africain, donc détenteur d'un savoir issu de la tradition orale, et le sage de la littérature de langue française quand même, puisqu'il ne faudrait pas l'oublier, c'est quand même celui qui, dans sa génération, a bien connu l'administration coloniale, puisqu'il l'a servi. Et dans l'administration coloniale, sa fonction n'était pas rien, puisque sa fonction avait trait à l'écriture. Mais c'est vrai que du point de vue du statut littéraire de son œuvre, malgré tout, elle reste extrêmement à part, puisque contrairement à Amadou Kourouma, par exemple, qui était vraiment un romancier, qui a publié uniquement des romans, chez Hampâté-Bâ, en fait, on a des textes de nature extrêmement différente, et on hésite presque à parler de romans. Oui, parce qu'il nous dit que ce qu'il écrit relève du vrai.
C'est vrai pour l'étrange destin de Wagram, par exemple. Lorsque on croit qu'il nous raconte une histoire, il nous dit non, en fait, le personnage de Wagram est un personnage que j'ai bien connu. Et d'ailleurs, dans la préface du roman, il dit je l'ai bien connu, je n'ai fait que rapporter ici des récits que j'ai entendus durant toute ma carrière dans l'administration coloniale. Et si de temps en temps, je n'ai pas été fidèle à l'histoire qu'on m'a racontée, c'est parce qu'il fallait absolument que je fasse des jonctions entre des histoires. Donc, mon travail en tant qu'écrivain a consisté simplement à mettre des conjonctions entre les différentes histoires. Je montai dans la pirogue où le garde Mamadou Koné, son mousqueton en bandoulière, avait déjà pris place. Les 6 percheurs, 3 à l'avant et 3 à l'arrière, attendaient debout l'ordre du départ. « Monsieur patron !» s'écria le garde. « L'apto est complètement prêt. Attends seulement parole de ton bouche. » C'était la première fois que je m'entendais appeler patron. Cela me remua bizarrement. La voix du garde réitérant sa demande me tira de ma rêverie. Je n'étais plus un petit garçon couvé et protégé par sa mère, mais un monsieur patron, dont un garde de cercle armé d'un mousqueton à baïonnette et 6 laptos gaillards attendaient les ordres. Je ne sais comment me vint automatiquement aux lèvres une formule que j'avais entendue bien des fois dans la bouche des officiers à Kati et que je prononçais d'un air sérieux, la soulignant d'un geste énergique. Eh bien, si tout le monde est prêt, en avant, marche! Le plus grave est que, tout à coup, je me sentis bêtement fier de moi-même. Coiffé de mon casque colonial, oubliant un instant mon statut d'écrivain temporaire à titre essentiellement précaire et révocable, je me prenais pour un grand chef. « Aïwa !» s'écria Mamadou Koné. « Allons-y !» Cet apprentissage à l'école des Blancs, à Nicle-Gall, va bien sûr avoir des conséquences énormes dans la vie d'Amadou Hampâté-Bâ, puisque dans un premier temps, il va suivre une carrière dans l'administration coloniale. Et il raconte tout ça, bien sûr, dans ses mémoires. Et alors, il est nommé pour son premier poste. Alors, il y a 2 éléments importants, là. D'abord, le titre de ce premier poste que je trouve absolument délicieux. Il est écrivain temporaire, essentiellement précaire et révocable. Ça, c'est formidable. Et il est nommé, non pas au Mali, l'ancien Soudan, qui est son pays, mais il est nommé au Burkina Faso. Et il est nommé en Haute-Volta, effectivement. En Haute-Volta. Ah oui, à l'époque, c'était la Haute-Volta, voilà. C'est-à-dire qu'on l'éloigne. À Ouagadougou, oui. Mais on l'éloigne parce que, en fait, Amadou devait poursuivre ses études parce qu'il était très brillant. Et moi, j'ai très bien connu, et c'était l'ami de mon père, un monsieur qui a créé l'enseignement primaire au Soudan français. À l'époque, c'était pas le Mali, c'était le Soudan français, qui s'appelait Frédéric Assomption. Et ce Frédéric Assomption trouvait qu'Amadou était formidable, c'était un de ses meilleurs élèves, enfin, vraiment. Et en fait, c'est la mère d'Amadou qui lui a dit non, tu ne partiras pas. Alors, il dit, mais pourquoi? Ah bon, tu veux pas aller à l'école? Tu veux pas continuer? Eh ben, on va t'envoyer en poste, tu vas voir. Et c'est comme ça qu'il est parti à Ouagadougou. Mais c'est de cette époque aussi, je crois, que date cette habitude qu'il commence à prendre
d'inscrire dans des petits carnets Oui. tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend et tout ce qu'il observe. Tout à fait. Et c'est vraiment à l'école qu'il a appris ça. Oui, oui. Et moi, quand je repense finalement à cet enseignement, qui était un enseignement primaire encore pour lui, hein, il n'avait pas été au-delà du certificat d'études, je repense à la qualité des enseignants. Et c'était souvent des enseignants, des instituteurs africains, et qui étaient eux-mêmes mais formés à la perfection. Et quand on peut réentendre des messieurs qui ont eu cette éducation-là, on est absolument ahuri de la langue parfaite qu'ils utilisent en français. Et ça, je pense que ça l'a aidé beaucoup dans son travail quand il a été dans la voie de l'écriture, si vous voulez. Parce qu'il a appris par cœur des textes magnifiques. Là. Bon, mais il a gardé malgré tout, et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'il a écrit, il pensait en Peul ou en bambara, et après il retraduisait en français au moment de l'écriture. Voilà. Mais enfin, il avait gardé la saveur de la langue, le sel, comme il disait. Sel. Dès le premier jour de son voyage, il avait dans sa valise des registres, des crayons, puisqu'un petit fonctionnaire doit noter « je suis passé tel jour à tel endroit » et aller faire viser. Et à quoi lui ont servi ces registres? Dans chaque village, il allait trouver le vieux pêcheur, le vieux dogon, le vieux ceci, le vieux griot. Quelle est l'histoire de ton village? Quelles sont vos croyances? Quelles sont les littératures et les contes? Et il notait tout. Et le soir, à la lumière de la bougie, il se souvenait, il notait tout. Il a commencé comme ça et il n'a jamais cessé. Tout le long de sa carrière administrative qui a duré jusqu'en 1942, avant qu'il aille à l'IFAN de Dakar avec Théodore Monod, où là il est devenu chercheur à temps plein, mais avant il était fonctionnaire, et parallèlement, il n'a jamais cessé toute sa vie de récolter ses traditions orales dans tous les domaines de connaissances de l'époque. La plus grande partie est là, hein, c'est quand même pas rien, il y a des papiers qui datent de 60 ans là-dedans. Et on lui a demandé souvent pourquoi vous commencez à écrire. Il a dit d'abord, je ne savais pas très bien pourquoi, j'ai commencé, je savais le français, j'ai écrit. Et puis il dit, je me suis vite rendu compte que c'était une manière de sauvegarder et plus tard de transmettre. Il n'a jamais cessé de récolter. Et un jour, quand il a commencé à écrire les articles, il était tellement plein de ces beautés, de ces richesses qu'il a bien fallu. Il fallait qu'il les partage, il fallait qu'il les communique. Alors il y avait la loi de la transmission, mais il y avait chez lui en plus l'immense plaisir qui était visible quand on est en face de lui, de communiquer cette richesse. Alors c'était une jubilation, c'était une joie, on était émerveillés quand on entendait compter. Alors, c'est un petit-fils. Je l'ai appelé, je dis Bouvier. On a le droit traditionnellement de plaisanter son grand-père, mais on n'a pas le droit de le traîner dans la boue. Vous avez dit que je suis auxiliaire du colonialisme. Vous me traînez dans la boue. Parce que je ne suis pas auxiliaire du colonialisme. Je suis colonialiste, fils des colonialistes, petit-fils des colonialistes. Mais malheureusement, un plus colonialiste est venu me coloniser. Voilà. Il y a un côté positif du colonialisme. J'ai été secrétaire particulier de 9 gouverneurs de colonies, donc c'est pour vous dire si je connais les trucs et les trocs de l'administration. Et j'ai vu le premier commandant de cercle civil de mon village s'installer et j'ai vu le dernier partir. Donc la colonisation n'est pas exactement ce qu'on a voulu en faire. J'ai connu des administrateurs qui ont perdu leur carrière à force de défendre les nègres. Pour ce qui est de ces relations, bien sûr, extrêmement complexes entre l'administration coloniale et puis les Africains, il est vrai qu'il y a eu de nombreux récits, sauf que ces récits ont été faits pour la plupart d'entre eux par des fonctionnaires coloniaux, souvent remarquables d'ailleurs. Mais là, c'est complètement différent. On a ces mêmes relations dépeintes, mais cette fois-ci par un Africain, avec de surcroît, me semble-t-il,
une distance et un humour pour décrire ces situations qu'on retrouve dans les mémoires d'Hampâté-Bâ, qui sont assez exceptionnelles. Oui, je dis, et vous avez raison de rappeler cette double position des Africains et des Européens en période coloniale. Romuald de Foncourt. Je dirais que Amadou Hampâté-Bâ est un fonctionnaire de l'administration coloniale. Mais c'est un fonctionnaire subalterne, bien sûr. J'allais dire que son caractère subalterne n'enlève rien au regard qu'il porte sur l'institution coloniale qu'il connaît de l'intérieur. Et vraiment de l'intérieur, tout autant que Roland Collin ou surtout Robert de la Vignette, qui a connu effectivement le Mali, lui aussi, et qui a écrit un roman qui me paraît être un roman important pour tout fonctionnaire colonial. Ce sont Les Paysans noirs en 1931, qui explique très bien comment l'administration coloniale a eu maille à partie, pour reprendre une expression qu'il aimait bien, a eu maille à partie avec les autorités économiques coloniales et françaises en même temps. Donc, il me semble que le paradoxe, justement, de la colonisation, c'est d'avoir créé des fonctionnaires coloniaux, européens et africains, bien sûr, et qui, justement, n'ont eu de cesse que de mettre à mal cette même institution. Et s'il y a des critiques de l'institution coloniale violentes, celles-ci viennent bien de ceux qui ont participé de cette administration coloniale. Cela est vrai pour Amadou Hampâté-Bâ, comme cela le sera également pour un certain nombre d'écrivains africains qui, bien que n'étant pas fonctionnaires de l'administration coloniale, n'en connaissaient pas moins le fonctionnement de l'administration coloniale de l'intérieur. Peut-être qu'il fallait en passer par là pour pouvoir faire la critique de cette administration. Dans Oui, mon commandant, le deuxième tome des mémoires a dit que pendant longtemps, il n'a pas réalisé très bien, parce qu'il est né dedans. Il n'imaginait même pas qu'il puisse exister un autre système. Les Blancs étaient là, bon, il y avait même des légendes qui couraient sur leur origine. Mais quand l'indépendance est venue, et que bien sûr tout le monde criait après le colonialisme, il a toujours condamné le principe du colonialisme. Mais là encore, avec relativité, il disait, mais attention, il n'y a pas que les Français. Il y a eu le colonialisme de tous les temps. Il dit nous-mêmes, les tout couleurs, on a été conquérir d'autres. Il dit tout le monde à un moment donné a pratiqué le colonialisme. Il dit même les fourmis colonialisent les pucerons chez elles pour extraire leur lait ou je ne sais pas quoi. Mais cela dit, c'est une tendance que l'humanité doit dépasser si elle veut évoluer. Hein. Alors ça, il le condamne en tant que principe, mais en reconnaissant que ça a toujours existé et que l'humanité doit évoluer en abandonnant cette tendance à vouloir s'imposer aux autres. Mais pour ce qui est du fonctionnement quotidien qui était lié aux hommes, les hommes, eux, on trouve de tout chez les hommes. Il y avait des commandants de cercle ou des responsables qui étaient de pure brute, qui faisaient mourir les gens, n'est-ce pas, dans des cachots épouvantables, à leur faire boire leur urine, à faire des choses épouvantables. Et il y en a d'autres qui se sacrifiaient aux quatre veines pour les aider, qui ont même couru beaucoup de risques. Alors ils disaient, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et les jeunes, souvent, après l'indépendance, ne comprenaient pas cette attitude. Ils auraient voulu qu'ils condamnent tout en bloc. Alors sa formule, c'était, mais quand on réclame la justice à corps et à cri, il faut commencer par la rendre. Sinon, on n'est pas cohérent avec soi-même. Ce qui me semble assez frappant, Romuald de Foncourt, dans la démarche d'Hampâté-Bâ, c'est que avant même d'avoir entendu parler d'ethnologie, il prend l'initiative, très jeune, de noter dans ses carnets tout ce qu'il voit, tout ce qu'il observe, tout ce qu'il entend. Avant même d'avoir entendu parler d'histoire au sens officiel, mémoriel et autres, il prend l'initiative de noter pour pouvoir témoigner. Autrement dit, il y a une espèce d'attitude presque, je ne sais pas, enfin en tout cas de précurseur. Oui, Amadou Hampâté-Bâ a sans doute eu cet éclair de génie. C'est qu'en passant par l'école, il a retenu les leçons qu'on lui avait données, à savoir user de l'écriture. Et s'il y a sans doute quelque chose qui est fondamental dans l'école coloniale, à la différence de ce qui se produit dans l'école coranique, par exemple, c'est l'usage de l'acte d'écriture. C'est l'écriture en acte. Et cet usage de l'acte d'écriture conduit effectivement à consigner presque toujours et tous les jours ce qui se passe dans l'environnement immédiat. J'ajouterais que dans le cas d'Amadou Hampâté-Bâ, il a eu une chance assez grande, c'est d'avoir rencontré, à mon avis, celui qu'en France on considère comme étant le plus grand ethnologue, même si ce que je dis là est totalement nuancé, à savoir Griol. Marcel Griol, lorsqu'il rencontre Amadou Hampâté-Bâ, a l'impression d'avoir rencontré son alter ego. Lorsque Amadou Hampâté-Bâ rencontre Marcel Griol, il se dit qu'il a rencontré sans doute quelqu'un qui va rouler dans la farine. Et je crois que d'une certaine façon, les rapports entre Amadou Hampâté-Bâ et Griol sont des rapports mais qui sont fort intéressants du point de vue de la création littéraire. Mais il y avait bien ce jeu-là entre les deux.
Et je crois que d'une certaine manière, Amadou Hampâté-Bâ avait très bien compris que le seul savoir qui puisse être construit sur les sociétés africaines est un savoir qui viendrait des protocoles, des traditions occidentales et qu'il ne fallait pas les rejeter. Il ne fallait surtout pas rejeter Griol, même si je ne suis pas sûr qu'il ait toujours été d'accord avec les thèses de Griol. D'autre part, c'est vrai qu'il s'est beaucoup intéressé à l'histoire. Mais il s'est intéressé à l'histoire pour deux raisons. Je crois qu'à la fois, il était religieux, profondément croyant, et qu'il voulait comprendre les relations qui existaient justement entre sa société islamique et d'autres sociétés religieuses. Et je crois que cette sorte de compréhension ne passe que par un intérêt accordé à l'histoire. Et d'autre part, il fallait qu'il comprenne très bien comment s'était imposée l'histoire occidentale dans les sociétés africaines. Et j'allais dire, dans le cas du Mali en particulier, qui est un véritable creuset d'histoire des relations entre la France et l'Afrique noire, mais véritable creuset d'histoire, y compris de l'histoire la plus sanglante qui soit. La résistance traditionnelle malienne à l'invasion occidentale, et en particulier française. Et je crois que d'une certaine façon, il a voulu comprendre ces rapports-là pour pouvoir, en quelque sorte, se situer lui-même dans cet espace. Et qu'il s'agisse de l'ethnologie ou qu'il s'agisse d'histoire, Amadou Hampâté-Bâ, c'est un homme de culture. Thierno Bokar était de taille moyenne, un homme avec un regard clair, expressif et très accueillant. Il a toujours le sourire et son front brillait comme si c'était un miroir. Et d'ailleurs, à Bandiagra, tout le monde disait à partir de 6 heures, nous n'avons plus de miroir, mais il faut regarder le front de Bokar Salif. Et d'ailleurs, il y a un poème où le poème, on dit un peu moso moso sattungo yeso nurɗungo kawriti jom juldude dow tinde Bokari Salifou. Un sourire qui vous met en confiance. Quelle élégance dans le visage. Vous voyez ce front brillant, c'est celui de Bokar Salif. Oui. Il n'est pas brutal. Contrairement à beaucoup de marabouts indigènes, Thierno Bokar frappait rarement ses élèves. Il y a, Babacar Sall, une dimension spirituelle fondamentale chez Amadou Hampâté-Bâ, celle qui s'exprime notamment dans son texte Vie et enseignement de Thierno Bokar, qui est paru en 1957. Alors Thierno Bokar était le maître de Hampâté-Bâ, son initiateur et éducateur à l'ordre soufi de la Tidjani. Je crois que c'est un homme qui a joué un rôle fondamental dans sa vie. C'est un homme qui a joué un rôle fondamental parce que il a essayé de structurer Amadou Hampâté-Bâ à une culture religieuse qui devait à terme produire une universalité. Cela veut dire que les enfants qui étaient dans l'ancien Soudan avaient, disons, une sorte de culture de localité. Comme vous le savez, les frontières, l'érection de murs, des religions aussi qui étaient des religions assez cloisonnées, faisait que la production de l'homme était assez étriquée. Et quelqu'un comme Thierno Bokar considérait que la foi, que la culture religieuse doit produire des pensées passerelles. Et c'est à travers cette idéologie, ce cadre de la pensée, que pour la première fois, Amadou Hampâté-Bâ a découvert l'ailleurs. Et cette culture de l'ailleurs a fait que plus tard, le goût du voyage, le rapport à l'extériorité, Dieu, cela veut dire Dieu en tant que plénitude, mais en tant que aussi monde infini, a fait d'Amadou Hampâté-Bâ un être d'abord de voyage, un être de découverte, un être aussi qui cherche à construire des pensées passerelles et qui cherche aussi à casser des murs. Pour bien situer, Babacar Sall, l'héritage spirituel dont bénéficie Amadou Hampâté-Bâ au travers de son maître, donc Thierno Bokar, ce serait peut-être intéressant de remonter un tout petit peu dans le temps et de rappeler très rapidement la fondation de l'ordre auquel il appartient, c'est-à-dire l'ordre soufi de la Tidjaniya, et de rappeler qui est son fondateur. Thierno Bokar relève, disons, de la famille de El Hadj Omar, qui était un marabout guerrier, qui a lutté contre la colonisation et qui a prôné un islam guerrier djihadiste. Thierno Bokar, normalement, par fidélité à la tradition peul, par fidélité aussi à une tradition qui fait que la mémoire familiale doit toujours construire un continuum entre les générations, aurait dû
était fidèle à la pensée de El Hadj Omar. Il a soutenu Cherif Amala, qui est aussi un chef soufi et qui avait une autre vision aussi de l'islam tijanien. Donc le tijanisme apparaît à la fois conflictuel, mais à la fois aussi dangereuse pour l'ordre colonial. Donc il fallait le contrôler. Donc il y a eu ce conflit qui s'est terminé par la déportation de Cherif Amala et par effectivement une certaine police assez coercitive qui s'est exercée durant toute la vie de Thierno Bokar et qui l'a empêché de développer sa pensée et de toucher justement le grand nombre. Mais c'est après que cette mémoire a été entretenue par des disciples, notamment le plus connu Amadou Hampâté Bâ, qui en a fait un livre en 1957. Et ce livre a touché une partie de l'élite formée en Occident. Et Thierno Bokar a fondé un nouvel humanisme qui est très prémonitoire parce que c'était dans les années 30 et les années 30 c'était quand même à la fois des années assez difficiles pour l'Afrique parce que c'est le retour des anciens tirailleurs sénégalais à la suite de la Première Guerre mondiale qui découvrent l'Europe avec ses problèmes, qui découvrent aussi le devenir de l'Europe et plus particulièrement de la France en Afrique. Et tout cela a contribué à la naissance des premiers syndicats, des confréries religieuses aussi qui se sont charpentées autour de la contestation sociale et qui ont abouti, comme vous le savez, quelques décennies après, à l'indépendance de l'Afrique. Thierno Bokar, qui avait veillé sur mes premières années, était pour moi autant un père qu'un maître. Mais à cet âge, en vérité, j'étais plus intéressé par mes jeux avec mes petits camarades que par l'école et les études. Mes journées ne variaient pas beaucoup. Niélé me réveillait avant le lever du soleil. Je me débarbouillais, faisais ma prière du matin, puis courais vers l'école où m'attendait ma planchette qui portait encore le texte coranique inscrit la veille. Je m'installais dans un coin et la récitais à haute voix pour l'apprendre par cœur. Chaque élève clamait sa leçon à tue-tête sans se soucier des autres, dans un vacarme indescriptible qui, curieusement, ne gênait personne. Vers 7 heures, si je savais bien mon texte, je prenais ma planchette et m'avançais vers Thierno. Il se tenait généralement dans le vestibule de sa demeure, plus rarement dans sa chambre. « Moudi, lui disais-je, j'ai appris ma leçon. » Je m'accroupissais auprès de lui et récitais mon texte. S'il était satisfait, je pouvais aller laver ma planchette pour y inscrire de nouveaux versets dont il me donnait le modèle. Sinon, je conservais ma leçon de la veille et la révisais jusqu'au lendemain. Mais je prenais alors un jour de retard sur le délai dont je disposais pour terminer l'apprentissage du Coran, délai qui était traditionnellement de 7 ans, 7 mois et 7 jours. Oui, en fait, Amadou Hampâté Bâ en vient à un certain moment de sa vie à considérer que d'une certaine manière, il se doit de rendre compte et de transmettre l'enseignement dont il a bénéficié, donc celui de son maître. Et là, il joue complètement ce rôle de passeur qui au fond a été peut-être le rôle principal qu'il a joué toute sa vie. Il se devait de transmettre cette parole, de la rendre universelle, de la rendre massive, d'en faire un objet de partage. Et je crois que son séjour à Ouagadougou, au Burkina Faso, a été quelque chose de tout à fait salutaire. Expérience extrêmement difficile parce que c'est un contexte colonial où effectivement il y avait une division du travail qui faisait que les Africains jouaient un rôle subalterne. Mais derrière
cette fonction qui était une fonction subalterne, il y avait la grandeur d'une pensée que portait de façon majestueuse et magistrale la personnalité d'Amadou Hampâté Bâ. Il a failli être, je ne dis pas déporté, mais exilé en France. Et la rencontre avec Théodore Monod va complètement changer sa vie. Théodore Monod va découvrir un homme qui est un homme bouillonnant de sagesse et qui avait un âge qui était en décalage par rapport à l'immensité du savoir et de la sagesse dont il était porteur. Et ils ont fait un chemin ensemble. Et ce chemin a fait que d'un côté comme de l'autre, il y aura la découverte de la religion de l'autre. Que la religion, finalement, c'est un continuum. Et que l'idée d'une unicité de la vie, d'une unicité de la pensée, d'une unicité de la foi, du monde et d'une unicité de Dieu faisait que cette démarche était une démarche partagée. Et plus tard, Théodore Monod va connaître Thierno Bokar. Et cette découverte va être extraordinaire parce qu'il va se rendre compte qu'effectivement, Thierno Bokar, isolé dans une zone géographique qui était difficilement accessible, développer une pensée qui pouvait s'assimiler et être comparée à des pensées qui ont été développées dans des sociétés plus ouvertes. Théodore Monod va découvrir ça, ensuite cette pensée à travers le manuscrit de vie et enseignement de Thierno Bokar, le sage de Bandiagara, où il va découvrir un certain nombre de thématiques. Des thématiques ultra-modernes, post-modernes même, j'allais dire, sur l'écologie. Il y a une pensée écologique développée dans l'œuvre de Thierno Bokar. Il considérait que les arbres avaient une vie, avaient une histoire, avaient une âme, avaient aussi un rôle et une fonction à remplir dans le jeu des sociétés, dans le jeu des mondes et dans l'équilibre de l'écosystème. Et c'est en cela qu'il défendait et protégeait les arbres, les arbustes. Sur le tapis végétal, il prenait le temps, pendant des heures durant, à regarder la pousse d'herbe la plus fragile pour la protéger contre la chaleur, contre l'aridité du Sahel. Et il protégeait les oiseaux. Il protégeait aussi les flaques d'eau que des dunes de sable pouvaient menacer. Voilà un homme qui avait le souci de l'écologie, le souci aussi de ce que Dieu a créé et qui avait une fonction aussi précieuse que la vie humaine. L'oiseau tombé du nid. L'amour de Thierno Bokar pour les hommes dépassait largement le cadre de son groupe confessionnel. Il s'étendait à l'ensemble du genre humain. Mieux, il débordait cet ensemble pour embrasser la création tout entière, jusqu'au plus humble des créatures de Dieu. Un jour de cette année 1933, que je passais auprès de lui, il était assis dans la case où il devait mourir 7 ans plus tard. S'adressant aux aînés de ses élèves, il développait la signification ésotérique du chapelet Tidjani. Nous étions tous sous le charme. À l'extérieur, le vent soufflait. Il faisait courir le sable dans la cour et retroussait les plumes du coq qui s'obstinait près du pilon. Une rafale plus violente ébranla la charpente. Sous le choc, un nid d'hirondelles s'entr'ouvrit. Un poussin tomba en piaillant. Nous lui jetâmes un regard indifférent. La tension de l'auditoire n'avait pas faibli un instant. Thierno termina sa phrase, puis se tut. Il se dressa, promena un regard attristé sur ses élèves et tendit les doigts qu'il avait longs et fins vers ce petit oiseau. « Donnez-moi ce fils d'autrui. » Il le prit dans ses mains réunies en forme de coupe. Son regard s'éclaira. « Louange à Dieu dont la grâce prévenante embrasse tous les êtres, dit-il.
Puis, déposant l'oisillon, il se leva, prit une caisse et la posa au-dessous du nid. Il sortit et revint peu après. Nous attendions impatiemment la suite de sa leçon. Mais au lieu de reprendre le chapelet qui servait de base à ses explications, il le laissa de côté. Après un moment de silence, il s'adressa à nous. « Il est nécessaire que je vous parle encore de la charité, dit-il, car je suis peiné de voir qu'aucun de vous n'a suffisamment cette vraie bonté du cœur. Et cependant, quelle grâce! Si vous aviez un cœur charitable, il vous eût été impossible d'écouter une leçon porte-à-telle sur Dieu, quand un petit être misérable vous criait au secours. Vous n'avez pas été ému par ce désespoir. Votre cœur n'a pas entendu cet appel. Eh bien, mes amis, en vérité, celui qui apprendrait par cœur toutes les théologies de toutes les confessions, s'il n'a pas de charité dans son cœur, il pourra considérer ses connaissances comme un bagage sans valeur. Je ne suis pas bigot. Je suis croyant, mais je ne suis pas bigot. Je suis croyant, je ne suis pas intolérant. Je ne mets pas Dieu dans un cadre en disant en dehors de là, il n'y a pas de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Dieu? C'est l'embarras des intelligences humaines. Hélène Ekman. Il avait, alors ça, ce don que j'ai souvent beaucoup envié. Il allait par exemple à une discussion difficile, il faisait, bon, quand il en revenait, pof, il oubliait tout en 5 minutes. C'était un ou deux fois, il ne faut pas oublier. Hein. Donc il se remettait en Dieu. Avant d'aller à une discussion difficile, je lui demandais s'il se préparait. Il disait non, je me confie à Dieu. S'il veut m'inspirer, ce sera bien. S'il ne m'inspire pas, bah, tant pis. Bon, il y avait aussi des travaux qu'il préparait par écrit. Mais enfin, ce n'était pas l'homme qui se compliquait la vie avec des choses comme ça. Alors dans l'ordre soufi auquel il appartient, on dit qu'on choisit entre la spiritualité ou les fonctions de commandement, comme il disait, parce que même député, pour eux, c'était fonction de commandement. Tu choisis entre la spiritualité ou le commandement. Et à un moment donné, c'était vers 46, il a eu une tentation. Il y avait de grands personnages du Mali, Philidabo Sissoko et puis Konaté, qui étaient séparés alors que c'était des grands personnages du Mali. On a voulu lui confier une mission de réconciliation entre les deux. Il était content, c'était une mission politique, il faut réconcilier deux hommes politiques, il allait y avoir des élections pour la constituante en France. Il s'est fait rouler dans la farine, il a fait confiance à des intermédiaires qui l'ont... Après, il a dit, non, vraiment, je ne suis pas fait pour être un homme politique, parce que comme il est droit, il fait confiance. Et là, ça n'a pas marché. Et son supérieur religieux lui a dit, non, il faut choisir. Alors ça a été fini, il a choisi une fois pour toutes. Il a soutenu, comment dirais-je, Félix Houphouët-Boigny, il soutenait le RDA, mais comme il l'a dit, j'étais plus houphouëtiste et konatiste que du RDA. Il dit, moi j'ai mon idéologie, j'ai pas besoin d'une idéologie politique. Mais il soutenait le RDA, et voilà. Même à un moment donné, quand il a été nommé à un certain grade, il n'en parlait pas à sa sélection, ça c'était la partie fermée, personnelle, discrète de sa vie, ses fonctions religieuses, quand il a été nommé shird, c'est-à-dire maître, enfin... Il avait même, à ce moment-là, fait circuler dans Bamako un papier officiel disant « Je me retire de tout, même d'être président de ceci ou de cela, d'une association. Je ne veux me consacrer qu'à la voie religieuse. » Il y a eu plusieurs rencontres dans sa vie qui ont été importantes, effectivement. Il y a eu cette amitié très très forte avec Théodore Monod. Et plus tard, il va également se lier d'amitié avec quelqu'un qui appartient à un tout autre domaine, puisque c'est un homme politique, c'est Houphouët-Boigny. Il était très ami avec Houphouët. Il a été nommé ambassadeur du Mali à Abidjan. À l'époque, donc, le président, c'était Houphouët-Boigny. Et parce que, justement, il connaissait personnellement Houphouët-Boigny, et Houphouët-Boigny lui vouait une grande amitié, un très grand respect. Et lui qui n'avait jamais voulu faire de politique, c'est à l'époque où il y avait cette fédération entre le Sénégal et le Mali qui a éclaté. Et le président de l'époque du Mali lui a dit il faut absolument faire quelque chose pour nous, parce que le Soudan, je continue à l'appeler le Soudan, est enclavé,
à l'époque, il se servait du train qui allait, c'est le fameux Dakar-Niger, qui a valu la mort de ô combien de travailleurs. Bon. Et le port de Dakar, qui était l'ouverture sur le monde, pour les produits, etc. Importation, exportation. Et tout d'un coup, il n'y avait plus de port. Alors, on lui a dit, mais voilà, on sait que vous connaissez bien Houphouët-Boigny, etc. Il faut faire quelque chose pour votre pays. Bon, il y a quand même le port d'Abidjan. Et alors, donc, il y est parti, il est resté assez longtemps. Et Houphouët l'a toujours formidablement protégé. Il a très souvent proposé des postes auprès de lui, il a toujours refusé. Alors, il a dit, j'ai été ambassadeur. Mais non, en fait, j'étais pas ambassadeur, j'étais gardien du port, disait-il. Certains aspects de la vie et de l'œuvre de Amadou Hampâté-Bâ sont moins souvent mis en lumière. Peut-être Babacar Sall, parce qu'il s'y est montré plus discret. Je pense notamment au domaine politique, où il n'a jamais eu d'action visible et immédiate, mais il a joué cependant un rôle dans ce domaine-là aussi. Il a joué un rôle important parce qu'il considère que derrière l'ordre spirituel, il doit y avoir une traduction en actes de cet ordre. Et la traduction en acte la plus achevée du genre humain, c'est la politique. C'est la politique ou l'économie. Et il a joué un rôle extrêmement important du temps de Modibo Keïta, Modibo Keïta, qui fut le premier président du Mali. On se rappelle du conseil qu'il lui avait administré alors que le Mali avait des relations privilégiées avec le Sénégal. Et un jour, il a dit au président Modibo, mais c'est bien, nous avons de bonnes relations avec le Sénégal, mais si jamais un jour on avait un conflit avec le Sénégal, que deviendrait notre économie? Il serait plus sage peut-être de tisser des liens de coopération avec la Côte d'Ivoire. Et il lança cette phrase extraordinaire, il dit, c'est quand on est fort qu'il faut préparer sa défaite. Donc il a joué un rôle extrêmement important, surtout au niveau de la diplomatie, mais une diplomatie qui n'était pas une diplomatie de prestige et d'apparence, mais il essayait de rapprocher des hommes. Il essayait aussi de désamorcer des conflits. Il utilisait le cousinage à plaisanterie pour développer une culture de la paix entre les États, mais il pensait que les États n'étaient pas impersonnels, qu'il y avait des êtres humains, des hommes qui étaient là, qui avaient une histoire, qui avaient une mémoire. Et c'est cette mémoire familiale qu'il a développée. Mais la parenté, la palabre ont toujours été pour lui des institutions qui lui ont permis de développer une culture politique différente de celle qui prévalait dans le milieu institutionnel d'alors. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'Amadou Hampâté-Bâ n'est pas un penseur traditionnel. C'est un penseur qui est atemporel, qui, dans son activité, comme dans son œuvre et sa pensée, essaie de se situer en dehors du temps, essaie de regarder l'homme et ce qui advient dans le monde comme quelque chose qui se fait aussi dans tous les temps, dans tous les âges et à travers toutes les générations. C'est une pensée intergénérationnelle qui traverse les mondes et qui traverse aussi, disons, les conjonctures. Et c'est un grand homme de culture, finalement. C'est-à-dire un homme qui a voulu à la fois comprendre la culture africaine, mais comprendre aussi la culture occidentale. Puisque de toute façon, il avait très bien conscience, comme pour tous ceux de sa génération, qu'ils étaient des êtres, allez, je vais utiliser un terme qui est malsain pour moi, parce que c'est pas ma conception, un être biculturel. Puisque la biculture, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et je crois qu'il a beaucoup joué d'ailleurs de l'idée de la biculturalité. Je suis africain et européen. Je suis européen et africain. Je connais très bien comment fonctionnent les sociétés occidentales et très bien comment fonctionnent les sociétés africaines. Et je crois qu'en fait, dans ce jeu de la biculturalité, il a réussi à acquérir une position justement d'homme de culture qui justifiait sa présence à l'UNESCO. Mais je crois qu'en fait, il y a peut-être quelque chose qui caractérise enfin Amadou Hampâté-Bâ, c'est que c'était quelqu'un qui allait toujours
toujours à la recherche de ce que je pourrais appeler la spiritualité la plus profonde. Et bon, il n'est plus de secret pour personne maintenant qu'il a appartenu à un certain nombre de confréries spirituelles. La franc-maçonnerie, par exemple, puisque Olympe Bellikenam s'en est fait l'écho, on ne peut plus le taire maintenant, c'est écrit, donc on peut le dire. Et je crois qu'en fait, de cette position-là, il y avait sans doute une certaine recherche d'une vérité, peut-être, une vérité autre que n'a peut-être pas apporté la colonisation. Pour moi, je considère la mort de chacun de ces traditionalistes comme l'incendie d'un fonds culturel non exploité. Puisque nous avons admis que l'humanisme de chaque peuple est le patrimoine de toute l'humanité, si les traditions africaines n'étaient pas recueillies à temps et couchées sur du papier, elles manqueront un jour dans les archives universelles de l'humanité. L'UNESCO peut, présentement avec quelque argent, combler la lacune. C'est pourquoi, Monsieur le Président, au nom de mon pays, la République du Mali, et au nom de la science dont vous êtes un éminent représentant et un vaillant défenseur, je demande que la sauvegarde des traditions orales soit considérée comme une opération de nécessité urgente au même titre que la sauvegarde des monuments de Nubie. En fait, il est surtout connu, il a commencé à être connu ici lorsqu'il a lancé cette parole pour le sauvetage des traditions orales, où il a plaidé pour il a plaidé pour la valeur scientifique, authentique de tout ce que véhiculaient ces traditions orales. Mais on sait moins, il est moins connu pour une bataille qu'il a livrée avec autant de passion, autant d'énergie à l'UNESCO et ailleurs d'ailleurs, pour la paix, pour l'entente entre les hommes, pour respecter l'autre, écouter, admettre l'existence de l'autre, l'écouter, le respecter, même si on est très différent, pour ouvrir le dialogue entre religions, entre les cultures, pour appeler les gens à la mutuelle compréhension. Il disait, sans la mutuelle compréhension, on ne pourra jamais aboutir à rien. Il disait d'ailleurs un jour, pas de paix sans tolérance, et pas de tolérance sans mutuelle compréhension. Il faut aller l'un vers l'autre pour commencer à se comprendre. C'était une vision qui allait beaucoup plus loin, une vision vraiment humaniste. Il avait, comment dirais-je, une vision de l'humanité, mais très en avance. Il a dit à l'UNESCO dès 1962 des paroles comme l'humanité doit maintenant accéder à une conscience planétaire. Il dit le temps où les nations, où les gens sont indépendants, c'est fini. Il dit personne ne peut plus. Il disait ce n'est plus le temps où chacun peut rester dans sa chacunière, parce que tout rejaillit sur tout. Alors il dit, nous sommes un grand tout, l'humanité est une unité, mais à condition de respecter toutes les différences de couleurs, de religion, de culture. Il dit, parce que sinon, si nous étions tous semblables, alors qu'aurions-nous à échanger? Il dit, tandis que si chacun reste bien, et c'est à cela qu'il appelait les jeunes Africains d'ailleurs, il dit, restez, retrouvez votre culture. Enracinez-vous dans votre culture, non pas pour vous replier sur le passé, mais pour avoir quelque chose, pour vous ouvrir aux autres et avoir quelque chose à leur apporter. C'est la diversité qui fait la beauté de la création. Et en même temps, dans cette diversité, pour lui, chaque homme était unique, n'est-ce pas, chaque homme, et ça c'est selon la tradition africaine, comme disait, le sot et le génie ont chacun autant d'importance sur cette terre, chacun a sa place, chacun a sa fonction à remplir. Il disait, l'univers est un grand livre, et chacun de nous est une page. Le recrutement en Afrique. Car ce sont des enfants qu'on amène au service militaire pour aller faire la guerre, qui ne connaissent pas la cause. Pourquoi ils partent mourir?
qui vous frappe précisément le plus quand vous relisez Hampâté-Bâ, dans le regard qu'il porte sur l'Afrique qu'il a connue? Ce qui me frappe le plus, c'est peut-être aussi la sérénité de ses jugements. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, lorsque que vous le lisez, vous sentez qu'il se dit à un certain moment que je vous dis ces choses, mais je suis aussi ouvert en sachant que je peux me tromper. Si je me trompe, je suis ouvert à la discussion, à la différence de certains qui pensent que la raison leur appartient. Dès qu'ils ont affirmé quelque chose, c'est comme cela que ça devait se passer. Donc il y a cette sérénité qui ne peut provenir que d'une culture de contradiction. Donc il y a ces lignes maternelles et paternelles qui étaient quand même des lignes en perpétuel conflit. Je veux dire, le grand conquérant Eladj Omar est quand même venir engloutir l'empire du Massina qui était la boucle du Niger. Donc il y a cette conquête, mais finalement ces peuples un peu opposés ont été obligés de vivre ensemble, de fusionner, de faire de sorte que leurs différences deviennent la richesse de leur culture. Et je pense que peu de gens aujourd'hui peuvent accepter que les différences soient vraiment le socle de la culture. On a souvent tendance dans ce siècle, dans ce monde qui s'effondre, à prendre les différences comme des éléments pour attiser les haines, pour attiser les conflits. Et peut-être que si l'Afrique se bat jusqu'à maintenant, peut-être qu'on n'a pas trop lu Amadou Hampâté-Bâ. Mais cette sérénité du regard qui vous frappe, c'est probablement ce qui lui a valu cette réputation de sage, qu'il a encore d'ailleurs aujourd'hui. Lorsqu'on le présente généralement, il faut dire, on dit toujours « Ah oui, le grand sage de la littérature africaine ». Oui, voilà. Tout à fait. Lorsque le présente, et c'est même le sens, parce que moi j'ai eu à enseigner cette année aux étudiants américains le livre « Il n'y a pas de petite querelle ». Les étudiants qui ne le connaissaient pas ont eu l'impression de lire quelqu'un qui peut-être était du IVe siècle et qui voyait déjà, oui, il pensait que il était peut-être de la trempe des philosophes du IVe siècle ou des siècles d'avant, des grands philosophes d'Aristote, de Diogène, le cynique, ainsi de suite. Et on a eu l'impression que c'était des paroles parfois qui venaient du ciel, puisqu'il y a quand même dans cette parole le fait qu'il y a la vénération des ancêtres, la vénération des dieux, le recueillement de la parole, les grands principes, ainsi de suite. Et je pense qu'il a eu tout au long de son existence à cœur de pouvoir insuffler cet enseignement. Et même quand il parlait, il y avait cette sagesse. Le fou était toujours en train de rigoler parce qu'il avait toujours des images. Allez à l'école du caméléon. C'est un très grand professeur. Et si vous l'observez, vous verrez qu'est-ce que le caméléon. D'abord, quand il prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. Donc, ayez un objectif précis dans votre vie et que rien ne vous détourne de cet objectif. Et qu'est-ce qu'il fait, le caméléon? Il ne tourne pas la tête, mais c'est l'œil qu'il tourne. Le jour où vous verrez un caméléon regarder, vous verrez, c'est son œil qu'il tourne. Il regarde en haut, regarde en bas. Ça veut dire, informez-vous, ne croyez pas que vous êtes le seul existant de la Terre. Il y a toute l'ambiance autour de vous. Quand il prenait les images du caméléon pour amuser, on pensait qu'il amusait la galerie, et puis à la fin de cette espèce de cocasserie, on s'est rendu compte qu'on venait de prendre une leçon, mais par des voies les plus simples, c'est-à-dire l'enseignement en accouchant un peu des esprits comme faisaient les philosophes de la maïeutique. Voilà. Mais cela dit, la réaction de vos étudiants me semble intéressante parce que si on prend l'exemple de votre dernier roman, à vous, Alama Bankou, qui s'intitule African Psycho, et si on relit en comparaison les textes d'Hampâté-Bâ, on se dit, mais ces deux Afriques-là, est-ce qu'un jour elles se sont croisées? On a l'impression d'être sur deux planètes complètement différentes, dans des univers qui n'ont absolument rien à voir, effectivement. Et on en vient même à se demander si l'Afrique dont parle Hampâté-Bâ a encore une réalité. Je pense que l'Afrique dont parle Hampâté-Bâ est toujours d'actualité. C'est vrai que
on ne peut pas comparer ce que certains d'entre nous écrivons actuellement avec ce que le sage Amadou Hampâté-Bâ a écrit. Moi, je pense que peut-être qu'actuellement, nous sommes en train de traiter les conséquences d'une Afrique qui s'est fragilisée parce qu'on a ignoré justement les principes, les fondements même de cette Afrique que nous rappelait avec pertinence Amadou Hampâté-Bâ. Nous étudions un peu la déliquescence de la société. Peut-être fallait-il remonter à la conception de cette société. Qu'est-ce qui fondait la société africaine ? Quels en étaient les principes ? Quels sont les principes ? Qu'est-ce qui peut encore être récupéré dans l'héritage ancestral ? Babacar Sall. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans la pensée de Amadou Hampâté-Bâ, à travers toujours Thierno Bokar, qui est une pensée postmoderne. J'insiste sur le mot postmoderne. Le métissage, c'est la métaphore de l'arc-en-ciel. Et voilà ce qu'il en dit, ce qu'il écrit de l'arc-en-ciel, sur l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel doit sa beauté au ton varié de ses couleurs. De même, nous considérons les voix des divers croyants qui s'élèvent de tous les points de la terre comme une symphonie de louanges à l'adresse de Dieu qui ne peut être qu'unique. Et il continue et il montre effectivement cette unicité des couleurs et qui fait que la lumière ne naît pas à partir du rouge ou à partir d'une gamme de couleurs données, mais elle naît parce que justement il y a l'œil qui porte sur le monde une lumière qui est une lumière du regard. Un jour, je me rappelle, quelqu'un me disait Babacar, on ne vous voit pas parce que les lumières étaient faiblement allumées. Et j'ai pensé à Thierno Bokar et à Amadou Hampâté-Bâ. Je lui ai dit, mais c'est peut-être votre regard qui manque de lumière. Et cette métaphore de l'arc-en-ciel montre justement, disons, non seulement une volonté de la pensée, mais une philosophie qui débouche sur un humanisme et sur une universalité qui doit aménager les différences, mais qui doit montrer aussi que tout diverge et converge vers un même but, comme le disait Théard de Chardin. Annick Le Gall. Il était d'une extraordinaire tolérance. Il dit jamais les humains ne pourront pas avancer s'il n'y a pas une mutuelle compréhension. Et là, il disait souvent, quand je parle à quelqu'un et qu'il ne comprend pas, je me tais et je l'écoute. Si j'arrive à le comprendre, lui, je saurai pourquoi il ne m'a pas compris. Alors, cette attention à l'autre était tout à fait remarquable chez lui. Et il faisait toujours la part de, effectivement, nous avons des habitudes culturelles, etc. Et l'autre en a de différentes. Il faut que j'arrive à le comprendre, lui. Si moi, je veux me faire comprendre. Et ça, c'était très important. Et alors, en même temps, il insistait aussi sur la nécessité absolue de la diversité des hommes et justement de leur culture. Il disait souvent, la beauté d'un tapis, c'est la richesse de ses couleurs différentes. Et si on devient tous dans le même moule, on est fichu. Il y a plus de richesse. L'humanité va se dessécher. Si vous aviez aujourd'hui, Alain Mamboukou, à revendiquer quelque chose de cet héritage-là, de l'héritage d'Amadou Hampâté-Bâ, quelle serait cette part ? Je dirais que je commencerai d'abord par revendiquer cette espèce de recherche de conciliation, cette espèce de tolérance, et puis cette espèce d'ouverture au monde, parce que Amadou Hampâté-Bâ était un homme ouvert au monde, c'était pas quelqu'un de fermé, et il a montré que peut-être que plus que tout autre, cette littérature orale, ces sociétés de tradition orale étaient même peut-être plus ouvertes au monde qu'aujourd'hui nos sociétés qui sont fondées sur les moyens de communication les plus
ouvertes, mais à la fois les plus fermées. Donc je revendiquerai sa sérénité, je revendiquerai sa soif de savoir, et puis je revendiquerai aussi le côté enseignement, parce qu'il faut toujours enseigner aux jeunes générations ce qu'était le monde, ce que deviendra le monde, et peut-être la quintessence même de la société africaine. Mais quelle est-elle, cette quintessence? Elle est partout. Où sont les nouveaux orateurs? Où sont les nouveaux gardiens de la société orale? Ils sont là, il faut les chercher, et je pense que peut-être que dans notre littérature contemporaine, on peut les retrouver. Pour l'essentiel, il me semble, Romuald de Foncquoy, que l'image d'Hampâté-Bâ s'est construite autour d'une sorte de mythologie de la tradition, alors qu'au fond, c'est peut-être un des écrivains africains dont on pourrait dire qu'il est d'une extrême modernité. Ah oui, c'est quelqu'un qui est d'une extrême modernité. Peut-être parce qu'il a abordé la question de la tradition africaine, contrairement à ce qu'on pense d'ailleurs, moins par le biais de l'affirmation j'allais dire des coutumes, des mythes, des rites, des religions d'Afrique, que par le biais d'une sorte d'interrogation sur le discours de la tradition. Et moi, j'ai toujours pensé qu'Amadou Hampâté-Bâ, lorsqu'il écrit L'étrange destin de Vangrain, se pose exactement pour l'Afrique noire le même problème qui s'est posé à la société grecque à propos justement du discours. Et qu'il y avait quelque chose là qui se jouait dans l'esprit d'Amadou Hampâté-Bâ. Et je crois qu'en fait, il a créé un véritable brouillard autour du véritable sujet de Vangrain, qui est un sujet universel, à savoir quel discours est-ce que l'on utilise pour organiser ou créer des communications à l'intérieur des sociétés africaines. Et c'est une véritable question qui s'est posée aux sociétés africaines depuis la nuit des temps, au moins. Êtes-vous un sage comme celui de Bandiagara? Laissez-moi rire. D'ailleurs, des fois, tout à l'heure, quand vous avez dit Hampâté-Bâ le sage, j'ai failli me retourner pour savoir. En tout cas, c'est pas moi. Je me demandais s'il n'y a pas un autre Hampâté-Bâ là-bas, parce que bon, sage. Je vous remercie beaucoup, mais je souhaiterais l'être. Voyez-vous, mais il est tellement difficile. Vous donnez au mot sage, vous personnellement, quelle définition vous donnez au mot sage? Quelle valeur vous lui accordez? Oh là là. Une vie, une œuvre, Amadou Hampâté-Bâ, avec Romuald de Foncquoy, professeur à l'université de Cergy-Pontoise, Hélène Ekman, légataire littéraire et compagne de Amadou Hampâté-Bâ, Annick Le Gall, réalisatrice de films pour le cinéma et la télévision, Alain Mabankou, romancier, son dernier roman African Psycho est paru aux éditions Le Serpent à Plumes, et Babacar Sall, poète et sociologue, auteur notamment de Sel de mer et Chants de nuit, publiés aux éditions L'Harmattan. Les mémoires de Amadou Hampâté-Bâ sont édités en livre de poche dans la collection Babel, L'étrange destin de Vangrain dans la collection 10-18 et Vie et enseignement de Tierno Bocard dans la collection Point aux éditions du Seuil. Archives rassemblées par Radio France Internationale dans la collection Les Voix de l'écriture, texte lu par Jean-Baptiste Thiémélé, mixage Jean-Richard Dufour, réalisation Annie Douel, une émission de Catherine Pont-Imbert. Benkano nyonfo sheri sheri kan furu nyonfo kabari kada furu kunye jigi menye aha no jigi amina fara okafo
Adamadiyya illa ne b'i fɛ fɛnɛ. Nin cɛ in ye kamalen ye, ni cɛ tɔw man kan.